À tous et à toutes. Et je prends la décision de vous faire connaître les propos de Kémy Séba, et l'un des plus grands panafricains contemporains et la personnalité africaine de l'année, de l'époque. Et là, beaucoup de Noirs qui ont une mauvaise perception sur Haïti auraient pris conscience de leur erreur vis-à-vis de ce pays, de cette terre de la liberté, de la Mecque, de la Judée, de la race noire. Et veuillez entendre avec attention, avec précision les propos de Kémy Séba sur ma chère patrie. Je sais beaucoup de Noirs de ce monde, beaucoup d'Africains ont ignoré Haïti, et parce qu'ils ont été influencés par le média occidentalisé, et ce qui leur donne une mauvaise vision de ce pays. Donc, entendez, regardez attentivement et analysez les discours de ce grand homme sur ce pays de nègres qui a conquis son indépendance par les armes pour donner la liberté à tous les Noirs du monde. De ce fait, tous les Noirs doivent quelque chose à Haïti. Tous les nègres ont une dette envers Haïti, qu'ils l'ont fait ou non. Merci. Quand on parle de Haïti, c'est un pays sinistré, est-ce là le modèle sur lequel vous vous fondez? Alors tout d'abord, mon inspiration d'Haïti est une inspiration bicéphale. Pour reprendre un mot que mon collaborateur en sciences politiques et mon collaborateur au sein de l'ONG Eric Joiti dit souvent. Bicéphalité parce qu'on a une inspiration à la fois sur le terrain politique, la révolution historique d'Haïti avec Boukman Duty, avec Dessalines et tout ce qui s'ensuit. C'est la fondation Félicité, avec la grande sœur Félicité, excusez-moi, c'est quelque chose qu'on n'oubliera jamais. Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est l'aspect aussi spirituel. L'importance qu'a eu la métaphysique africaine dans ce combat à travers le vaudou, c'est quelque chose qui m'inspire énormément aussi. Dans tous les pays où j'ai été, en l'occurrence au Moyen-Orient, j'ai vu l'importance pour les Perses ou pour d'autres populations de leur religion dans l'application de leur combat. Moi, je pense que les Africains doivent utiliser leur propre cosmogonie africaine aussi pour être capables de lutter, sans pour autant juger ceux qui sont dans une autre démarche. Moi, je ne suis pas de ces gens sectaires qui disent si tu es dans une église ou une mosquée, il faut te brûler ou quoi que ce soit. Je pense que c'est une ineptie, chacun est libre de sa spiritualité, là n'est pas la question. Mais j'ai toujours pensé l'importance de la bicéphalité de cette démarche-là. Maintenant, pour revenir à votre question, vous me dites, quand on voit le résultat d'Haïti, est-ce que ça en valait le coup? En gros, c'est ça, si je peux traduire votre question. Et je vous réponds une chose, monsieur. Tout d'abord, c'est parce que justement, ils ont été capables de se libérer d'une façon aussi brillante que jusqu'à aujourd'hui, Haïti est l'une des nations les plus colonisées par les ONG occidentales. On ne le dit pas assez. Moi, je suis sur le terrain, j'y vais régulièrement, je peux vous dire que c'est une réalité. L'exemple d'Haïti, sinistré, aujourd'hui suroccupé par ces ONG-là, ne doit pas nous empêcher de comprendre que c'est pas parce qu'aujourd'hui ils sont fondamentalement attaqués que le combat qu'ils ont mené originellement pour tous les peuples africains de la planète est un combat qui doit être oblitéré. Moi je pense qu'il faut analyser les choses dans leur globalité et comprendre que l'attaque qu'ils connaissent aujourd'hui et qu'ils connaissent depuis un certain nombre de temps est la suite logique de leur volonté de résistance, de la même façon qu'il y a des pays, dès lors qu'ils ont voulu prendre leur indépendance, ils ont été fondamentalement attaqués, critiqués, bousculés, déstructurés, déstabilisés, mais on doit être beaucoup plus fort, beaucoup plus solide. Et je dirais un autre exemple. Les indices qui permettent de constater ce qu'est un développement devraient être des indices revus d'une autre façon selon notre propre paradigme. C'est quoi être un pays développé? De 1. C'est quoi être un pays puissant? De 2. C'est quoi être un pays riche? De 3. Le taux de suicide qui existe en France est un taux qui peut-être est supérieur à ce qu'on voit à Haïti. D'accord? Haïti est un pays considéré comme pauvre, mais il y a moins de suicides à Haïti, si vous analysez les taux de suicide là-bas, qu'il y en a en France. Ça pour vous dire que les nations qui se disent développées sont des nations en réalité ultra-capitalistes qui finissent par vider l'être humain de sa propre identité, de sa propre entité, de sa propre ontologie. Et je pense qu'il faut que les populations originelles un peu partout dans le monde puissent revoir la notion de développement, puissent revoir la notion de nation modèle et puis revoir la façon de fonctionner dans la vie de la cité. Politeia, participation à la vie de la cité, on doit revoir la manière dont les choses se déroulent. Je conclue juste en vous disant que Haïti est une terre porteuse de tant d'espoir, c'est une terre peuplée de tant de jeunes, c'est une terre qui se relèvera et je pense que c'est un phare pour la population africaine et diasporique. Et je dis, pour conclure dessus, Malcolm X disait que la Mecque était
le centre de gravité de son éveil spirituel. Moi, je dis que Haïti a été pour moi le centre de gravité de ma quintessence spirituelle et de ma quintessence géopolitique. Et c'est grâce à Haïti, je n'oublierai jamais. On commence à creuser, on se rend compte que les choses sont beaucoup plus complexes que cela. Que pensez-vous de la situation d'Haïti? Haïti paye le courage historique qui a été le sien. Se proclamer république face à une entité qui voulait l'avoir ad vitam assujettie. Haïti est asphyxié économiquement, asphyxié politiquement, pour la simple et unique raison qu'elle a eu l'outrecuidance de dire à l'impérialisme occidental qu'elle a le droit d'être, c'est qu'elle se doit d'être, qu'elle ne sera pas définie par l'autre, mais qu'elle sera définie par elle-même. Les autorités occidentales essayent d'étouffer Haïti parce qu'ils veulent donner un exemple à toutes les autres contrées noires en disant si vous voulez être indépendant, ressemblez à Haïti. Et c'est ça le véritable problème. Que certaines personnes ou certaines contrées, certaines parties de nos populations soient capables d'être si effrayées vers le grand capital qu'ils finissent par se dire ah non, on ne veut pas être indépendant parce que si c'est pour ressembler à Haïti, ça ne marchera pas. Et remarquez ce qui se passe. Notre peuple haïtien, partout où il est installé, les 3/4 du temps, il faut qu'on ait ce courage de le dire aussi, en tout cas dans les Caraïbes, est détesté. Fait l'objet de bon nombre de moqueries. C'est-à-dire qu'on a réussi, l'impérialisme nous a tellement aliénés que ceux qui devraient être même considérés comme les plus grands résistants de notre histoire sont ceux qui sont les plus humiliés, sous prétexte qu'ils font partie d'un pays pauvre. Mais on n'explique pas les raisons de la pauvreté. On n'explique pas les raisons des perturbations. On n'explique pas les raisons des déstabilisations. On n'explique pas qu'en réalité, si élu il y a au sein de notre peuple, Haïti fait partie de ces gens qui sont élus chez nous. Parce qu'ils ont eu le courage de donner le ton à tout le monde. Il n'y aura pas de panafricanisme s'il n'y a pas Haïti. Il n'y aura pas de négritude s'il n'y a pas Haïti. Il n'y aura pas de Aimé Césaire et de Léon Gontran Damas s'il n'y a pas Haïti. Il n'y aurait pas de Lumumba même s'il n'y avait pas Haïti. Haïti est quelque chose qui est un symbole, un moteur pour nous tous. Il n'y aurait pas le petit Kémy Séba que je suis s'il n'y aurait pas Haïti, il faut le dire. Et je le dis sans démagogie aucune, ceux qui connaissent notre combat le savent. Il n'aurait jamais pu exister s'il n'y avait pas, quelque part en Amérique, une nation qui s'était érigée pour obtenir la liberté de la population noire contre la barbarie occidentale. Et cette nation, c'est Haïti. Et donc je vous demande de vous applaudir fortement, s'il vous plaît, pour son présence ce soir. Je disais il y a quelques jours dans l'un des innombrables meetings que l'on m'a imposés que lorsque j'étais venu pour la première fois à Haïti il y a 3 ans, ce séjour, ces rencontres, les connexions avec les Ougans, avec les Mambo, avec l'histoire de Dessalines, avec l'histoire de la Révolution, les connexions avec les artistes, les connexions avec la jeunesse, avec des hommes et des femmes, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur classe sociale. Toutes ces rencontres m'avaient tellement bouleversé qu'au retour de celle-ci, au retour de ce voyage premier sur la terre de Haïti, à mon retour d'Afrique, j'avais décidé d'organiser avec mon équipe Urgence panafricaniste, la résistance plus que jamais en Afrique francophone contre le néocolonialisme. Dessalines m'a inspiré. L'histoire d'Haïti m'a inspiré. Pourquoi? Parce que Dessalines est un homme comme vous et moi à la base. Un homme qui n'était pas forcément destiné à être ce qu'il est devenu. Quelqu'un qui a suivi, qui a servi sous les ordres. Quelqu'un qui au départ était un simple soldat, un lieutenant, quelqu'un qui obéissait aux ordres, quelqu'un qui faisait partie du système en tant que tel. Et lorsqu'il a vu que le système n'allait pas dans la bonne direction, qu'est-ce qu'a fait Dessalines, mes frères et sœurs? Il a pris ses responsabilités. Et la manière dont il a pris ses responsabilités nous a inspirés pour résister contre le néocolonialisme français. Nous a inspirés pour résister contre le franc CFA. Nous a inspirés pour résister contre les bases militaires françaises, américaines, occidentales de manière générale qui sont installées sur le continent africain. Il nous a inspirés pour reprendre notre dignité. Et à mon tour, après 3 ans où j'ai été incarcéré au Sénégal pour notre combat politique, où j'ai été interdit de rentrer dans 4 pays malgré que je suis suivi par des centaines de milliers, pour ne pas dire peut-être des millions de gens sur le continent africain, interdit par les dictateurs africains. Ce combat a avancé à un degré inimaginable. Et cela, c'est la force, l'énergie, l'amour d'Haïti qui nous a guidés, qui nous a orientés vers ce terrain. Et aujourd'hui,
Et aujourd'hui, à mon tour, parce que l'amour, ça ne peut pas jamais être à sens unique. Ça doit être, comme on dit, au droit synalagmatique, c'est un échange. Un échange de bons procédés. À mon tour, je viens ce soir rendre l'amour que vous me donnez. En vous disant qu'au XXIe siècle, il n'est pas normal qu'on nous dise que Haïti est un pays pauvre, quand la classe politique vit dans des 4x4 BM, ont des villas incommensurables, des grands hôtels, détournent l'argent que le Venezuela leur donne. On ne peut pas laisser continuellement Haïti être pillé par les corrompus. Et on dit, il y a un adage dans un certain nombre de livres qui dit que Dieu ne change pas la condition d'un peuple tant que le peuple ne change pas lui-même. On peut pendant des années se plaindre de la corruption de l'oligarchie haïtienne. Mais l'oligarchie, si on doit faire une parabole comme dans une pyramide, l'oligarchie c'est le sommet de la pyramide. Et le peuple c'est la base. Tant que le peuple sera dans une démarche d'être en dessous de l'oligarchie et d'accepter de porter l'oligarchie tiendra et sera le sommet de la pyramide. Elle ne tombera jamais. Mais si la base de cette pyramide que vous constituez, hommes et femmes, héros du XXIe siècle, même si vous ne vous en rendez pas compte aujourd'hui, si vous-même vous réalisez qu'il est temps de délaisser cette démarche qui consiste à être ou à accepter cet état de fait de cette minorité qui vous pille, décidément, vous remarquez que depuis tout à l'heure, quand mes frères chanteurs chantaient, il n'y a pas de problème, mais quand je parle, la France essaye de trafiquer les micros. Si ce peuple que vous constituez continue d'accepter, de tolérer l'intolérable, d'accepter l'anormal, ce sommet de la pyramide qu'est l'oligarchie corrompue haïtienne continuera à vous piller. Mais si vous quittez cette base, si vous vous enlevez de la base de cette pyramide, le sommet de la pyramide, lorsque la base se retire, c'est logique, le sommet tombe et devient un vulgaire caillou. Ce vulgaire caillou, c'est ce que l'élite corrompue, qui vous vole l'argent pendant que vous vivez dans des situations difficiles. C'est cette élite corrompue qui achète hôtel sur hôtel, villa sur villa, qui achète des gangs pour assurer sa sécurité. Avec l'argent de cette jeunesse ici, cette élite corrompue tombera et deviendra un caillou. Et cette chose-là, certains m'ont dit, depuis que je suis arrivé à Haïti, certains m'ont dit qu'Émile, ne commence pas à parler contre les élites. Ici, quand quelqu'un parle mal, il peut mourir. Il risque sa vie. Et je leur ai dit, mais je ne comprends pas. Vous pensez que sur Terre, il y a des gens qui sont éternels? Nous allons tous mourir. À la rencontre de la terre d'Haïti parce que je dis toujours que un musulman, lorsqu'il veut aller en pèlerinage, il va à la Mecque. Un chrétien, lorsqu'il va aller en pèlerinage, il va au Vatican. Un défenseur de la cause noire, lorsqu'il va en pèlerinage, il va à Haïti. Haïti est diabolisé parce que Haïti est le symbole pour le peuple noir de la liberté. Haïti est diabolisé. Haïti, on tente dans les médias de présenter cette nation comme une nation déstructurée, une nation pauvre, une nation qui ne vaut rien. Parce qu'en réalité, dans le regard du capitalisme, ils ne peuvent pas accepter que des Noirs leur aient mis la raclée au début de l'histoire d'Haïti. Beaucoup de personnes pensent qu'il est mieux pour un Haïtien d'aller chercher bonheur à Miami, qu'il est mieux pour un Haïtien d'aller chercher bonheur en France ou aux États-Unis. Mais je le dis que le paradis de l'homme noir se trouve sur la terre de Dessalines, de Boukman, d'Henri Christophe, de Félicité. J'ai fait ces 6 dernières années, plus de 80 pays. Je n'ai jamais ressenti en termes d'émotion ce que je ressens en étant sur cette terre sainte qu'est la terre d'Haïti. Je pourrais me présenter en quelques mots, mais je pense que la meilleure façon de se présenter, comme le disait Socrate, pour une fois on va citer un blanc, déjà dans l'attaque, hein? C'est d'être déjà dans cette dynamique d'échanger avec le peuple parce que c'est la juxtaposition des idées, à partir de cette juxtaposition que jaillit la lumière. J'ai commencé à débattre lorsque j'étais dans la rue.
en région parisienne, en confrontant mes idées à d'autres personnes, en confrontant mes idées avec des frères, en confrontant mes idées avec des blancs, qui peuvent être des frères aussi de temps en temps, et en confrontant même mes idées lorsque j'ai été par la suite dans une démarche d'avancer dans ce combat, lorsque j'ai été condamné par les autorités françaises parce qu'ils trouvaient notre discours trop radical, et bien souvent quand le colon ou quand le capitaliste juge quelqu'un de radical, c'est que celui-ci est radicalement dans la bonne direction, il faut aussi le préciser. J'ai 34 ans, j'en aurai 35 si les ancêtres ne me rappellent pas d'ici le mois de décembre. On ne sait jamais. Peut-être des représentants de l'ambassade de France ici ont d'autres objectifs. Et je leur passe le bonjour aussi. Pourquoi Haïti se trouve dans cet état aujourd'hui? C'est une question de fond qu'on devrait tous se poser. Pourquoi Haïti, première république noire de l'histoire, se retrouve à être une des nations les plus diabolisées, les plus repoussées, les plus rejetées, même par leurs propres frères, parfois dans les Caraïbes? C'est une question. Le frère a donné la réponse. Le capitalisme et l'esclavagisme a toujours eu une méthode. Dès qu'il voit un esclave rebelle qui a le courage, qui a la fierté, qui a la dignité, qui a l'éthique, il fait tout pour faire en sorte de traumatiser les autres de telle sorte que ces derniers ne suivent pas l'exemple de celui qui était le modèle. Haïti paie le prix de sa résistance. Haïti, jusqu'à aujourd'hui, paie le prix de son indépendance. Lorsqu'il y a des tremblements de terre et que certains croient que c'est quelque chose qui vient du ciel, pourtant c'est sous nos pieds que le sol a tremblé, pas du ciel. Il faut qu'on soit capable de se rappeler que les instruments visant à déstabiliser nos populations existent depuis la nuit des temps. Le capitalisme a toujours été dans une démarche de laisser proliférer un certain nombre d'armes, qu'elles soient économiques, qu'elles soient sociales, qu'elles soient physiques, pour déstabiliser des nations qui leur résistaient. Ils le savent, et Hugo Chavez, dont je suis très proche, j'étais très proche, paix à son âme, je suis très proche de son camp, en tout cas, notamment de l'ambassadeur du Venezuela en Afrique de l'Ouest, l'un de ses anciens ministres, Eddie José Corcega, un ami. Hugo Chavez disait que si Haïti se lève, l'Afrique se lèvera, l'Amérique du Sud se lèvera. Et les peuples du monde, du tiers-monde et même du monde arabe, du Moyen-Orient qui sont colonisés aujourd'hui ici, se lèveront. Kémy, tu viens d'arriver au pays, dites-nous comment tu trouves l'accueil et combien de temps tu vas passer au pays, dites-nous ton agenda. Alors, très touché par l'accueil, objectivement, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un accueil de cette sorte, on va dire les choses telles qu'elles sont. Très touché par la présence des frères et des sœurs, des gens de tout âge qui sont venus et qui, de toute évidence, sont réceptifs au message. Je viens à Haïti parce que, comme je l'ai dit depuis des années déjà, Haïti c'est la Mecque de la cause noire. Et vous ne pouvez pas être un leader panafricaniste sans chercher à faire un pèlerinage sur la terre, qui est l'essence de la révolution, de la conscience noire. Tu viens en plein milieu de la violence. J'y arrive. Mais la violence n'a pas commencé aujourd'hui. La violence, le peuple haïtien le subit depuis très longtemps. Il l'a subi depuis très longtemps. Et donc par rapport à cette situation, il est de notre devoir d'être dans cette démarche justement de parler à la société civile, de parler à la population pour trouver des voies et moyens pour que cette fois-ci, à la suite de cette insurrection qui est présente, elle ne soit pas déçue en plaçant ses espoirs sur des gens qui, une fois arrivés au pouvoir, trahiront encore les objectifs. Donc moi, mon but, ce n'est pas un appel du tout à la violence, c'est pas un appel au désordre. Quel est le but de Kémy? C'est un appel à la formation, à la conscience politique réelle et à l'autodétermination des sociétés civiles haïtiennes pour que celles-ci puissent cette fois-ci être dans une démarche de pouvoir imposer la souveraineté populaire aux plus hautes sphères de l'État. Et pour cela, il faut qu'on arrête de compter sur un messie qui vient de l'extérieur ou qui viendrait des hautes classes politiques ou de l'intelligentsia ou de la bourgeoisie, mais que le peuple compte sur lui-même. Et donc, je suis venu parler d'organisation, venu parler de résistance. C'est ce que nous faisons partout où nous allons en Afrique, dans les Caraïbes et dans le monde. Et je ne peux pas faire les 4 coins du monde sans passer par Haïti, de toute évidence. Est-ce que tu as quelque chose en particulier à dire aux autorités, les gens qui dirigent le pays? Je le dirai lors du meeting. Voilà. Merci. Aujourd'hui, nous sommes avec Kémy Séba, et l'activiste politique. Ça fait votre 3e visite en Haïti, hein, sur la terre de Dessalines. Le but de votre visite?
but de notre visite, il n'est pas tabou ni secret. Le pays traverse une crise sans précédent. Bon nombre de pétro-challengers nous ont écrit depuis notre dernier voyage en nous demandant de revenir parce qu'il y avait une tentative de musellement et de corruption de ce mouvement anticorruption à la base. Et partant de ce principe-là, donc nous sommes venus sur place pour apporter des conseils stratégiques et méthodologiques par rapport au combat que nous menons déjà sur le continent africain et dans d'autres endroits de la diaspora qui portent leur combat qui porte ses fruits. Et parallèlement à cela, il y a un volet d'action sociale que nous menons donc, ce week-end à Haïti. Vous allez où la distribuer Si je dis, ce ne sera pas pertinent parce qu'à partir du moment où je dis où est-ce qu'on va distribuer, on risque d'être submergé par la demande comparativement aux moyens dont nous disposons. C'est une démarche symbolique qui nécessite des fonds, très clairement, mais qui ne pourra pas résoudre à elle seule la problématique, par exemple, de la fermeture de bon nombre de pharmacies. Et il faut qu'on n'oublie pas que la crise a fait en sorte que beaucoup de gens ne sont pas payés depuis parfois 3 mois, 4 mois. C'est une réalité, et donc n'ont pas la bourse pour obtenir des médicaments dans le peu de pharmacies qui sont ouvertes. Donc c'est un acte symbolique de solidarité, parce que le monde noir, je le dis toujours, a une dette historique vis-à-vis d'Haïti. Haïti a montré la voie sur bon nombre de points, et il est de notre responsabilité, quand on voit Haïti blessé, Haïti en difficulté, Haïti assujetti, ou du moins l'impérialisme essaye de l'assujettir avec le concours des valets locaux de ce pays, qui se présentent comme des personnes qui eux-mêmes luttent contre la corruption alors qu'ils sont eux-mêmes des symboles de cette corruption-là. Eh bien, il est de notre devoir d'apporter notre soutien dans la démarche que j'ai conceptualisée qui est ALODO, A-L-O-D-O, qui signifie l'entraide dans la langue Fongbe au Bénin, et qui est une sorte de solidarisme endogène africain.